Chapitre 4, Acte 3, l'armée de la forêt. Imaginez une immense plaine baignée par la lumière du matin. Le son des corps de guerre, le roulement des tambours et les cris d'une armée en marche déchirent le silence. C'est l'armée d'Orion, une marée de soldats avançant inexorablement. Face à eux, seuls, se tiennent David, Isaac, Gus et Tina. 4 silhouettes déterminées contre une multitude. L'air est électrique, tendu à craquer. C'est un moment de pure anticipation, comme le calme avant une tempête dévastatrice. On peut presque sentir le poids des regards, la tension dans chaque muscle. La supériorité numérique d'Orion est écrasante, presque désespérante. On se demande comment nos 4 héros peuvent espérer survivre, et encore moins l'emporter. Leur courage semble insensé, une étincelle face à un brasier. Mais dans les contes les plus sombres, ce sont souvent les plus petites étincelles qui allument les plus grands feux. Alors que l'armée ennemie se rapproche, Tina lève lentement son bras. Un geste simple, presque dérisoire, face à la menace imminente. Et pourtant, à cet instant précis, tout s'arrête. Le vacarme de la guerre s'évanouit. Les corps se taisent, les tambours cessent de battre, les cris s'éteignent dans les gorges. Un silence surnaturel, total, s'abat sur la plaine. C'est un silence si profond qu'il en est assourdissant, un silence qui semble annoncer quelque chose d'inouï, de bien plus puissant que le bruit des armes. Et puis, le miracle se produit. La forêt qui borde la plaine, cette masse sombre et immobile, commence à s'animer. Ce n'est pas le vent qui agite les feuilles, non. La forêt entière se met en mouvement. Des centaines, puis des milliers d'animaux surgissent des bois. Ce ne sont pas des créatures ordinaires. Des cerfs au bois aussi grands que des arbres, des loups noirs aux yeux flamboyants, des ours si massifs qu'ils font trembler le sol à chaque pas. Des lynx agiles, des rapaces aux serres acérées qui obscurcissent le ciel, et même des serpents géants qui ondulent comme des rivières d'eau vivante. Au milieu de cette horde sauvage, une créature se distingue, le cheval royal de Tina. Il s'avance majestueux, sa robe brillant sous le soleil matinal. Il lève la tête et pousse un hennissement qui ne ressemble à aucun autre. Ce n'est pas un cri d'animal, c'est le son du tonnerre qui éclate, une déflagration sonore qui résonne jusqu'au plus profond de l'âme. C'est le cri de ralliement de la nature elle-même, une déclaration de guerre faite à ceux qui osent la souiller. Tina, le visage empreint d'une détermination farouche, murmure des mots portés par le vent, une prière pour son monde menacé. Pour notre monde! Sa voix est douce, mais elle porte la force d'une promesse sacrée. À son appel, l'impensable se produit. L'armée d'animaux, cette force brute et chaotique, se range en formation. Les loups forment des bataillons, les ours se placent en première ligne comme des béliers vivants, les cerfs et les rapaces se positionnent stratégiquement. Ils ne sont plus une meute sauvage, mais une armée disciplinée, prête à obéir au moindre de ses ordres. C'est une vision à la fois terrifiante et magnifique, l'union parfaite entre la magie et la fureur de la nature. À côté d'elle, Gus ne reste pas inactif. Il s'accroupit, pose une main sur un simple caillou au sol. Une énergie parcourt son bras et le caillou se transforme sous ses doigts. Il se met à palpiter, à luire d'une lumière organique et inquiétante. Ce n'est plus une pierre, c'est une bombe vivante, prête à exploser. Gus se relève avec un sourire féroce. « On va leur servir un festin explosif », lance-t-il, sa voix pleine d'une confiance un peu folle. Son pouvoir, cette capacité à insuffler une vie destructrice dans la matière inerte, est une arme redoutable. Chaque pierre, chaque rocher de la plaine devient une mine potentielle, un piège mortel pour l'armée d'Orion. Pendant ce temps, David subit une transformation spectaculaire. Son corps se contorsionne, sa peau se durcit et se couvre d'une armure organique, chitineuse, qui semble vivante. Des plaques osseuses recouvrent son torse, des lames acérées jaillissent de ses avant-bras. Il n'est plus tout à fait humain, mais une créature de combat parfaite, une machine à tuer, forgée par la nature et la magie. Sa métamorphose est un spectacle effrayant, une fusion entre l'homme et la bête,
entièrement tourné vers la destruction de l'ennemi. Et Isaac, lui, reste humain, en apparence du moins. Il ne se transforme pas, ne crée pas d'explosifs. Il se tient droit, calme, au milieu de ce déchaînement de puissance. Mais si on regarde attentivement ses yeux, on y voit une lueur intense, un éclat bleu électrique qui trahit une énergie colossale contenue en lui. Il est comme l'œil du cyclone, un point de calme absolu qui recèle une puissance inimaginable. On sent que son pouvoir est différent, peut-être plus subtil, mais tout aussi dévastateur. Quelle force se cache derrière ce regard d'azur? Quel rôle jouera-t-il dans la bataille qui s'annonce? Le décor est planté. D'un côté, une armée humaine, disciplinée mais conventionnelle. De l'autre, 4 champions aux pouvoirs extraordinaires, soutenus par la force primale de la nature elle-même. La tension est à son comble. Le silence est sur le point de se rompre une seconde fois. Mais cette fois, ce sera par le fracas des armes, le rugissement des bêtes et le déchaînement des magies. La guerre commence. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Cette scène est l'apogée de tout ce qui a été construit jusqu'à présent. C'est la confrontation finale entre deux visions du monde, l'industrie contre la nature, la conquête contre la protection. Chaque personnage a son rôle à jouer, chaque pouvoir est une pièce essentielle de l'échiquier. Tina est la reine, commandant à la nature. Gus est le fou, imprévisible et explosif. David est la tour, une forteresse inébranlable. Et Isaac est encore un mystère, peut-être le roi, la pièce la plus importante, dont le véritable pouvoir n'a pas encore été révélé. Le choc est inévitable. Les premières lignes de l'armée d'Orion vont se heurter à un mur d'ours et de cerfs. Les bombes organiques de Gus vont semer le chaos dans leurs rangs. David va tailler un chemin sanglant à travers leur formation, et du ciel, les rapaces fondront sur leurs cibles. Ce ne sera pas une bataille, ce sera un massacre, une démonstration de force de la nature en colère. Mais l'armée d'Orion est en vaste, et elle a certainement ses propres atouts, ses propres mages, ses propres champions. La question n'est plus de savoir si nos héros peuvent gagner, mais à quel prix. Cette guerre va laisser des cicatrices profondes sur le monde et sur eux-mêmes. Qui survivra? Quels secrets seront révélés au cœur de la bataille? Le pouvoir d'Isaac sera-t-il la clé de la victoire? La suite promet d'être épique, pleine de rebondissements et de sacrifices. La guerre pour le néant a véritablement commencé, et nous sommes aux premières loges pour assister à ce déferlement de puissance. Merci d'avoir regardé cette analyse. Si vous avez aimé cette plongée au cœur de la bataille, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de cette incroyable épopée. Dites-moi en commentaire quel personnage vous intrigue le plus et quelles sont vos théories pour la suite. À très bientôt pour de nouvelles aventures.